Bonjour tout le monde. Donc, le rythme des vidéos reprend. Je suis contente, je suis très contente voilà, de reprendre ce rendez-vous hebdomadaire. Ça va être un peu cool, ça va être très bien. Et donc là, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, des lectures. Et là, je vais balayer 2 mois. Alors, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, même si normalement ça devrait aller, vu qu'en août j'ai lu beaucoup de mangas surtout, et en septembre j'ai pas lu énormément à cause de mes vacances. L'un dans l'autre, on devrait s'y retrouver, parce que franchement, là, commencer de suite avec un montage de 1 heure, je vais très mal le vivre. Donc voilà, je vais commencer de suite, surtout que voilà, il y a certaines lectures qui remontent à assez longtemps. Va falloir que je puise dans mes souvenirs. Et je suis déjà émue parce que je vais vous parler du Clan Bennett et j'en peux plus. Donc on va se calmer, j'ai déjà une larme aux yeux, il faut que je me calme un peu sur mon cœur ne survit pas. Bref, là n'est pas la question, je vais commencer de suite par mes lectures du mois d'août. Et c'est beaucoup de mangas, énormément de mangas. Et alors là j'ai aussi le Sorceleur et j'ai 2 e-books à vous parler. Donc d'abord je vais vous parler de mes mangas. Je me suis mis à jour sur 2 sagas. La première c'est L'étranger du Zéphyr. Je me suis acheté le tome 4 il n'y a pas longtemps, enfin je vous l'ai présenté dans un book haul, qui est le dernier tome paru de la saga de Kikana aux éditions Anna Collection, qui est comme c'est de toute beauté, voilà, les illustrations sont juste magnifiques, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est hyper intéressant parce que après à la fin du tome 3, on a une éclipse de 3 ans je crois, si j'ai pas de bêtises, 3 ou 5 ans même, je sais plus. Et donc là on a les grosses problématiques de, par exemple il y a Mio qui se pose beaucoup de questions que merde, ça fait déjà tant de temps qu'on est ensemble, est-ce que il serait pas en train de se lasser de moi, il a l'impression un peu de stagner un peu. Et c'est vrai que c'est très touchant à voir, parce que je pense qu'on va tous passer par là, enfin en tout cas que quand on est dans une relation voilà, qui commence à être longue, on commence tous par passer par là. Et en tout cas moi pour ma part. Et c'est vrai que du coup c'est intéressant de voir le raisonnement d'un point de vue externe. Et c'est très touchant comme d'habitude. De toute manière L'étranger du Zéphyr c'est d'une justesse, voilà, de vivre le quotidien de ces 2 adultes dans le Japon où l'homosexualité c'est pas trop accepté. Mais d'un autre côté ils sont hyper bien soutenus par toute la famille, que ce soit... ouais, notamment la famille de Sean. Il y a Mio qui est entourée d'une bande d'amis qui est un peu folle aussi. Mais vraiment c'est très cool à suivre. Et on a aussi le point de vue de... Ah, comment il s'appelle, Fumi, je crois, c'est ça, Fumi, qui est le petit frère adoptif de Sean, qui voilà, dans les précédents tomes était tout mignon, tout gentil. Là il s'est passé du coup 3 ans ou 5 ans, je me souviens plus. Et il est ado et il est en pleine crise. Et c'est hyper bien fait je pense, parce que c'est vrai que d'habitude, voilà, la crise d'ado, c'est vraiment la chose très bâtarde, j'ai envie de dire, où je sais pas, on peut pas communiquer, c'est très noir, c'est très mal vu clairement la crise d'ado. Et là en fait je trouve qu'elle est traitée aussi avec une énorme justesse, où voilà, il est pas méchant, il est pas comment dire, il s'énerve pas pour rien, il a à son sens voilà, il a des problématiques assez fortes je trouve, et c'est juste qu'il n'arrive pas à l'exprimer, il n'arrive pas à le dire et à l'évoquer aux personnes concernées. Et c'est très bien fait, et c'est très bien, voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Fumi, même si voilà, certaines personnes vont dire ah il est détestable, il est casse-couille, patati patata. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup c'est vrai que voilà, il est en train de se former quand même un lien assez fort entre voilà, toute cette famille, entre voilà, Mio, Sean, Fumi et puis les parents. Franchement c'est hyper beau, et puis les dessins sont juste hyper bien, enfin c'est beaucoup trop beau, je les trouve trop bien, je les trouve trop beaux, c'est trop mignon. J'aimerais bien vous montrer une planche où vraiment c'est magnifique, je veux dire, les dessins, je n'arriverai pas à trouver, évidemment, quand je cherche je ne trouve pas, mais il n'y a rien qu'à voir de toute manière la beauté des couvertures. Je peux vous montrer les précédentes, mais notamment celle-là elle est hyper belle. Celle-là elle est... Oh, c'est ma préférée de toutes je crois, avec le derrière aussi. Voilà, que demande le peuple. Donc si vous n'avez toujours pas sauté le pas sur L'étranger du Zéphyr, je vous y encourage grandement. Vous pouvez aussi tester le film d'animation qui est hyper bien foutu aussi, qui retranscrit, alors pas L'étranger du Zéphyr, mais L'étranger de la plage, qui est une préquelle de ce bijou. Donc je vous le recommande à 100%. Exactement, c'est beaucoup trop bien. Je me replonge avec un très grand plaisir voilà, dans L'étranger du Zéphyr. Voilà, c'est trop bien, et j'ai hâte d'avoir le tome 5. Vraiment, j'ai hâte d'avoir le tome 5 entre les mains.
Ensuite, la deuxième grosse saga où je me suis mis à jour, je vous avais parlé voilà, dans le call que je m'étais acheté tous les Dokyosen. Donc là, je vais faire un tir groupé. Je vais pas vous parler de tous les livres, voilà, un par un. Je vais vous parler d'abord de la première saga qui est Dokyosen et Sosugyosen, excusez-moi, de Asumiko pardon, Nakamura aux éditions Anna Collection toujours. Alors là c'est la première trilogie. Ce tome là est retranscrit en film d'animation là aussi. J'ai l'impression de me répéter tout le temps. Mais voilà, si vous voulez pas vous acheter d'abord les ouvrages, vous pouvez toujours tester le film d'animation qui est trouvable sur internet, vous inquiétez pas. Donc voilà, et qui est d'une beauté et d'une justesse là aussi sans nom. Et là c'est autre chose en fait que L'étranger du Zéphyr ou encore que Given. C'est beaucoup trop bien et c'est d'un réalisme touchant. Alors là par contre les dessins, c'est pas ça ce qui va vous attirer, je vous le dis, parce que c'est très... je sais pas comment dire, c'est ligné, c'est très... pas sec mais ouais je saurais pas trop comment vous dire, ça a rien à voir en fait. Si c'est pas beau, c'est pas méchant ce que je vais dire, enfin, parce que ça respire d'une... Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas voilà, d'éléments superflus. C'est vraiment très, pas rude le dessin, mais vraiment très central, très centralisé. Et c'est ce que j'adore dans Dokyosen, dans tous les autres ouvrages qu'on suit. C'est que c'est beaucoup trop bien. Et voilà, on se concentre sur ce qu'il y a. Et elle a ce coup de plume, voilà, la dessinatrice, la mangaka qui est juste énorme. Donc voilà, je vous recommande à 100% Dokyosen. Où on suit du coup là, les deux adolescents Rito et... merde, j'ai un trou. Kusakabe. Comment il s'appelle Kusakabe? C'est quoi son vrai prénom? Pas son nom de famille, je ne sais plus. C'est Hikaru, voilà. Excusez-moi. Donc on suit ces deux adolescents. Donc là ils sont en seconde année et dernière année de lycée. Et ensuite dans les autres tomes ils prennent de l'âge. Mais donc là on suit leurs aventures de lycée, leurs doutes. Et c'est beaucoup trop bien parce que ouais, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. On a Rito qui est très... comment dire, c'est le cliché du mec intelligent qui a pas d'amis, qui a les cheveux noirs, qui a les lunettes qu'on n'ose pas approcher parce qu'il est intimide. Et d'un autre côté, on a Hikaru qui est très solaire, très bon vivant, très voilà, il est blond, il attire le regard, il joue dans un groupe de musique, enfin voilà, il aime attirer l'attention. Que ce soit contre ou pas sa volonté, mais voilà, ils sont vraiment à l'opposé et c'est à cause d'un exercice, enfin d'un spectacle qu'ils vont devoir faire que voilà, Hikaru va proposer à Rito de l'apprendre à chanter, chose que voilà, qui n'était pas du tout prévue au programme, et ainsi de suite. Voilà, ils vont se rapprocher et voilà, leur relation va très vite être très claire et c'est beaucoup trop bien, j'arriverai pas à vous décrire l'amour que j'ai pour ces deux là parce que c'est violent, c'est assez violent, surtout que c'est quand même, je vous recommande quand même de lire plus les livres que le film, parce que dans les mangas c'est quand même beaucoup plus décrit, notamment tout ce qui est autour de Rito, voilà, où par exemple il y a sa mère qui va tomber malade. Et après dans le film, vu que c'est que le premier tome, on n'aborde pas énormément de choses parce qu'on les laisse un peu... voilà, où il y a Rito qui passe un examen pour une université très cotée, mais qui n'est pas du tout dans la même ville que là où ils sont. Voilà, et dans le tome 2 et dans le tome 3, du coup, on explore vraiment ce qu'ils vont mettre en place, ce qu'ils vont mettre en œuvre. Est-ce que leur relation va durer à distance? Ils se posent beaucoup de questions et c'est très touchant à suivre, d'autant plus dans le tome 2 et dans le tome 3. Parce que dans le tome 1, c'est vraiment les prémices de leur relation et... voilà, c'est niais un peu et c'est très touchant. Dans le tome 2 et dans le tome 3, c'est un peu plus sérieux, je trouve. Et voilà, et la manière dont ils vont voilà, essayer de mettre en place certaines choses et voilà, essayer de tout leur possible que leur relation tienne. Ouais, ça m'expose, ça me tue. Parce qu'ils s'aiment, mais ils s'aiment d'un amour tellement puissant que ça a coupé le souffle. Franchement, le nombre de fois que j'ai pleuré en lisant, voilà, les tomes ou en regardant le film, c'est... voilà, rien que là, de toute manière, j'ai les larmes qui montent, hein, parce que là, en fait, à chaque fois, leur relation, ça va crescendo. C'est... j'en peux plus. Donc là, c'est dans leur année de lycée et je vous les recommande à 100%. Ensuite, elle a fait une interlude qui se nomme Sora et Ara, je crois, oui, de toujours la même édition et toujours la même personne. Alors là, ce tome-là, pardon, je vais être sèche, mais il est inutile.
Moi je l'avais acheté parce que je pensais que vraiment si je devais après lire les suivants, il fallait que j'ai lu lui. Vraiment on s'en fout. Et en plus c'est un tome que j'ai pas apprécié parce que c'est sur des personnages du coup que j'ai pas aimé dans les 3 premiers tomes. Et je le trouve un peu, je dirais pas malsain, mais il y a des choses qui m'ont fait tiquer parce que du coup on parle de Hara qui est le professeur qui était immensément amoureux de Rihito dans les premiers tomes. Et bon déjà que ça c'était un peu chelou hein, parce que le mec quand même a 34 ans et que bon Rihito il en a 17. C'est un peu overline, hein, c'est un peu compliqué. Mais bon là je l'entends, enfin mais là du coup ce qui est gênant c'est que on est dans le cadre professoral du coup, et il y a certaines remarques des fois de ses professeurs ou de son proviseur, je sais plus comment c'est, qui voilà, qui soulignent des trucs comme quoi oh t'as tiré par tel élève, oh et en fait ils le disent de manière tellement normale que, enfin non c'est pas normal que, bah non c'est, alors non, donc voilà, je l'ai trouvé très malaisant ce tome là, ça m'a pas plu le fait que voilà il y ait des personnes qui encouragent voilà, des personnes, des professeurs à sortir avec leurs élèves alors qu'ils ont plus, genre ils ont 15 ans d'écart. Je veux pas mettre en doute l'amour tout ça, mais je trouve ça assez bizarre que ce soit aussi mis en avant, autant voilà, je dis pas qu'il faut le pointer du doigt et dire ah non c'est pas bien, mais il faut se calmer des fois, hein. Je pense qu'il y a une... Qu'est-ce que c'est que ce bruit, que cette sonnerie? Je sais pas si vous l'entendez. On est le premier mercredi du mois. Merde. Eh ben, vous allez entendre la sonnerie de la ville de Toulouse. Excusez-moi par avance. Mais donc pour en revenir à ceci, c'est inutile, c'est nul, je vais pas le garder. Voilà, donc les personnages je les trouve pas ouf. Rien ne va, ça m'énerve. En plus voilà, le prof je l'ai jamais aimé, je le trouve un peu psychopathe par moment, donc franchement ouais non, si vous n'aimez pas trop, enfin je vous le dis, si vous hésitez à vous l'acheter pour vraiment vous faire toute la saga, ne l'achetez pas, vraiment il ne sert à rien, vraiment il ne sert à rien, et je le répète, je ne l'ai pas aimé, mais ça ne veut pas dire que ça enlève quoi que ce soit à la saga, attention, parce qu'après les autres tomes c'est du feu de Dieu. On a du coup après la deuxième saga qui suit Dokyo-sen, qui s'appelle OB, qui alors là il y a un peu du mélange de Sorahara et de Dokyo-sen, mais voilà, en fait je les garde uniquement pour les moments, pour les chapitres avec Rihito et Kusakabe, parce que je les aime, voilà, je les aime d'amour. Voilà, et là aussi c'est trop bien, on les suit peut-être comment dire, un an, enfin pendant la première année d'université, où du coup leur relation à distance se met en place. On a Rihito qui est à Kyoto et Kusakabe qui lui reste à Tokyo pour essayer de se lancer dans la musique. Donc voilà, et là il y a des petits moments qui se font entre eux qui sont trop choux en fait, où voilà, il y a Hikaru qui va du coup essayer de rendre visite à Rihito. Et voilà, il va se passer tellement de choses entre les deux, voilà, qui vont essayer de s'adapter au rythme de l'autre, parce que voilà, par exemple, ils vont pas vraiment s'organiser. Du coup, Rihito va être en pleine période de rapport pendant que Kusakabe va venir, du coup ils vont pas pouvoir faire grand chose. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de moments hyper touchants, hyper voilà, qui prennent au tripes. Là encore, moi je les trouve vraiment trop mignons, et c'est pas du niais comme une mièvre, c'est juste que c'est de l'amour en fait, c'est de l'amour, ça transpire l'amour, ça soigne l'amour, et c'est trop bien, et c'est trop beau, et c'est ce que je voulais, et voilà. Après le reste qui concerne les autres personnages, bon voilà, comment dire, ça me passe un peu au-dessus, mais après voilà, l'important c'est Hikaru et Rihito, qui sont beaucoup trop bien, vraiment qui sont beaucoup trop bien, et ça se confirme après dans la saga qui est sortie il n'y a pas très longtemps, toujours chez Anna Collection, qui se nomme Blanc, qui est peut-être 3 ans après le lycée, donc 2 ans après OB, et là c'est le drame. C'est le drame parce qu'il se passe beaucoup de choses. D'un côté ils sont toujours à distance,
Rihito, il sait pas ce qu'il veut faire de l'avenir parce qu'il arrive à sa dernière année de licence, il sait pas s'il continue en master, il sait pas s'il travaille, il sait pas ce qu'il fait. D'un autre côté, on a Hikaru qui lui a complètement stagné. Voilà, il cherche toujours à se lancer dans la musique, mais il enchaîne les petits boulots. Voilà, ils sont un peu chacun de leur côté insatisfaits de leur vie. Et ils se posent beaucoup de questions. Et le truc, c'est qu'ils sont pas ensemble. Ils sont pas ensemble physiquement et ça va mettre beaucoup voilà, d'incompréhension entre les deux. Enfin, leur lien un peu va s'effriter et ça fait mal parce que dès le premier chapitre, voilà, ils vont rompre de manière temporaire, rassurez-vous. Et c'est déchirant la manière dont ça se fait parce que on le voit, on le ressent que putain ils s'aiment quoi et c'est voilà, c'est violent, c'est une claque dans la tête. Et après, voilà, c'est tout. Il va y avoir un élément déclencheur qui vont faire que voilà, ils vont se rapprocher. Voilà, Rihito va venir beaucoup plus souvent à Tokyo suite à ça. Et voilà, ça va être toute la remise en question de leur relation, de ce qu'ils veulent faire, de l'avenir encore là aussi. Que avant ils étaient des lycéens, ils pouvaient voilà, rêver. Là, c'est la réalité et ça fait mal des fois la réalité. Voilà, et que surtout que voilà, c'est pas comme en France où par exemple le mariage homosexuel est autorisé, est légal. Là au Japon non. Après il y a tout un système, il explique assez bien d'ailleurs alors c'est dans le premier tome où voilà ils ont regardé, ils se sont intéressés voilà à comment créer leur famille à eux. Ouais, il y a tout le business de l'adoption pour avoir le même nom, enfin c'est un peu bizarre et c'est hyper bien foutu et le fait que voilà ils soient allés autant dans la réflexion, c'est ça fait pleurer, voilà, ça fait pleurer parce que justement ils s'entre-déchirent quelque part parce qu'ils ne parlent pas et à cause de la distance et ils vont se rendre compte que voilà, il suffit des fois de parler pour que ça se remette, que les rouages se remettent en place et quand ça arrive, bah, c'est une explosion, c'est voilà. Et après voilà, comme après c'est marqué dans les couvertures, ils vont réussir à faire quelque chose de leur voilà, de leur futur, ils vont réussir à construire quelque chose avec tous leurs proches. Et c'est trop beau à voir. Le dernier chapitre, c'est un accomplissement et je pensais que c'était la fin d'ailleurs, mais finalement non, je crois qu'elle a créé une autre saga, il me semble, l'auteur, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais je l'ai vu passer sur internet et voilà, là c'est sur comment ils vont emménager ensemble et là aussi je n'en peux plus, c'est voilà. Je pleure, je n'en peux plus. Mais donc voilà, alors après, je viens de me rappeler, je n'ai pas émis de trigger warning, que ce soit pour l'étranger du Zéphyr ou pour cette saga. Alors l'étranger du Zéphyr, je crois qu'il n'y a rien du tout dans ce tome là, mais dans les précédents oui, attention. Et dans Dokyo-sen, il y a des scènes, mais c'est pas montré, c'est censuré, c'est explicite, implicite. Je sais plus comment on dit. Voilà, donc si vous n'êtes pas fan, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans voilà, de scènes sexuelles tout simplement, je vous recommande, enfin Dokyo-sen je vous recommande parce que c'est très mignon, c'est très touchant et vous ne voyez rien. Alors que l'étranger du Zéphyr, faites attention, il y a des tomes qui sont assez costauds, mais dans celui-là non, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Blanc et sur Dokyo-sen. Voilà, c'est le feu d'artifice final, Blanc. Voilà, je pleure. Je n'en peux plus. Et après, non mais je vais vous parler du clan Bennett dans un état les gars, ça va être violent. Mais donc voilà, c'est l'une de mes sagas Gold voilà, de Yawa, Dokyo-sen. N'hésitez pas, franchement, essayez. Alors ne vous fiez pas au dessin, je le répète, parce que c'est pas voilà, de la hauteur de l'étranger du Zéphyr. Mais essayez, franchement essayez, l'histoire vaut tellement le coup. Et c'est d'un réalisme tellement profond et tellement touchant que... Parce que c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. C'est des questions que tout le monde peut se poser. Donc allez-y les yeux fermés. C'est... J'aime, je valide. Lisez Dokyo-sen, vraiment lisez-le. Ensuite je me suis plongée dans le... alors pas dans le 5e, dans le 6e tome, parce que je vous ai déjà parlé du 5e tome, du Sorceleur de Andrzej Sapkowski, La Tour de l'Hirondelle, que j'ai aux éditions France Loisirs. Donc, La Tour de l'Hirondelle, je me souviens plus de la distinction entre les deux tomes. C'est un peu flou. Ah si, nos trois protagonistes sont de nouveau séparés, ils sont séparés depuis un petit moment déjà. Et là aussi on a encore le délire de la timeline, comme quoi ce qui se passe là à l'heure actuelle quand tu le lis, c'est pas forcément dans le même rapport au temps. Mais non, c'est très intéressant justement parce que
on est assez décontenancé par certaines choses, notamment par ce qui se passe côté Yennefer, que j'ai longtemps cru que ça se passait voilà, dans un certain moment du temps, alors qu'en fait pas du tout. Du coup j'ai tombé des nues. On a aussi Ciri est beaucoup plus présente dans ce tome là que dans le tome d'avant. Ce qui est très très cool d'ailleurs parce qu'elle va se mettre à raconter ce qui s'est passé à un certain moment et c'est vraiment touchant parce qu'elle va vivre encore une fois des événements assez traumatisants mais voilà, elle va pas, enfin elle va chercher quand même à s'en sortir et c'est très beau parce qu'elle va être recueillie par une personne qui va l'écouter avant tout et vraiment c'est leur relation qui va se créer avec ce personnage est vraiment très touchante mais Ciri vraiment dans mon cœur à jamais, franchement cette gamine elle m'émeut parce que même si à un certain moment elle est que colère, elle est que vengeance, elle reste quand même une enfant et ouais, c'est triste de l'avoir évolué dans un monde comme ça mais je le sais, je le sens du plus profond de mon âme, j'espère vraiment qu'elle va s'en sortir et qu'elle va réussir à trouver son chemin quelque part. On a aussi après Geralt encore une fois, qui est le beau gosse. Geralt, de toute manière, voilà, je les aime d'amour tous. Et voilà, qui continue son périple pour chercher Ciri, encore et toujours. Ciri est son unique but, comme à Yennefer d'ailleurs. Et là aussi, voilà, avec toute sa clique, il va... Alors je me souviens plus comment ça se finit, à quel moment on quitte Geralt déjà. Ah, j'ai un trou. Bon, je m'en souviendrai quand je lirai le prochain tome, mais là j'ai un trou. Vraiment... je l'aime d'amour. J'aime tous les personnages d'amour, mais ouais, c'est ça ce qui est un peu déchirant, c'est que vu qu'il y a des moments qui ne se passent pas dans la même timeline, il y a des fois où j'avais envie de dire mais non, il faut pas que tu penses ça, mais non, il faut que tu passes pas ça parce que ça va tout détruire et c'est... ouais. Voilà, la notion de temps est excessivement importante dans toute la saga du sorceleur, j'ai envie de dire, dans ce tome là aussi particulièrement. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses qui prennent son sens. Alors je pense que ça part un peu loin quand même la saga du sorceleur, parce que vu la fin, ça a l'air un peu compliqué, mais ah oui, je sais où il est Geralt, c'est bon, je me souviens d'où il est. Je crois, mais je crois que ça va où il est. Ouais. Est-ce que, en fait, s'ils se retrouvent pas les deux à la fin, je vais pleurer. Hein. Avec Yennefer aussi, s'ils se retrouvent pas tous les trois et qu'ils forment pas une famille, je vais chialer. Mais voilà, l'intrigue est superbe. Après, je trouve que ça part assez loin maintenant. Je sais pas, parce que il y a l'air d'avoir une histoire de monde un peu parallèle là qui se met en place et c'est un peu bizarre. Donc à voir comment ça se passe dans le dernier tome que j'ai mis dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu. Mais on va voir. Le Pumpkin Autumn Change est un peu compromis. Mais j'espère me rattraper au mois d'octobre. Donc, bref, pour revenir sur la tour d'Hirondelle, je l'ai beaucoup plus aimé que le tome d'avant. En fait, tous les tomes sont d'énormes coups de cœur, mais il y en a un peu moins dans l'action, un peu plus reposant, qui mettent en place une nouvelle intrigue, des choses comme ça. Et là, on est à 100% dans l'action, donc c'est pour ça que je l'aime énormément d'ailleurs, parce que le tome d'avant, je l'avais énormément aimé aussi, parce que justement, ça suivait un tome où il y avait énormément d'action. Et là ça remettait en place toute une intrigue, tout un background et c'est pour ça que je l'avais énormément aimé. Et là ça retourne dans l'action. En fait voilà, le rythme de la saga tout entière est hyper bien fichu à mon sens. Donc voilà, tous les tomes sont trop bien, tous les personnages sont trop bien. Voilà, Geralt avec Jaskier, le sang, Jaskier il est trop bien. Et ouais, toute sa clique, franchement c'est... voilà. En plus de la notion temporelle, je pense que la notion voilà, de lien et de famille est quelque chose de très très important dans la saga du sorceleur aussi, parce que même s'ils ne sont pas liés par le sang, même s'ils sont à des kilomètres, même si voilà, ils sont hyper différents, qu'ils sont pas de la même espèce, il y a beaucoup de choses qui les relient entre eux et c'est ça ce qui est beau, c'est que on a beau être tous différents, des fois ben, voilà, on s'entend juste et c'est beau, c'est beau, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. J'ai peur pour la fin, j'ai peur d'être déçue. J'ai peur vraiment de ce qui va se passer, j'aimerais vraiment que ça se passe bien mais je ne suis pas sûre que ça se finira bien. Mais ouais, j'ai espoir, mais non, je pense pas, parce que déjà là c'est un peu mal barré déjà pour Yennefer, hein, j'ai pas envie de spoiler mais ouais, c'est compliqué, donc à voir comment ça se passe, à voir comment voilà, se mettre en place ces dernières pièces du puzzle et de voir comment on va finir Ciri parce que je pense que c'est le plus important. Comment finit Geralt, comment finit Yennefer, mais je pense que comment finit Ciri c'est un peu plus important pour l'intrigue et pour le monde du sorceleur en général. Donc voilà,
je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est un peu le défaut que voilà du fait de faire des vidéos un peu tard, c'est que je l'ai lu il y a assez longtemps et vu que je prends pas de notes et que je mets aucun post-it, c'est un peu compliqué de revenir dessus. Mais sachez que c'est un énorme coup de cœur et que j'espère que la saga tout entière sera un énorme coup de cœur et que le tome 7 ravira mes attentes et que ouais, et qui ne rendra pas mon cœur en miettes s'il vous plaît parce qu'il y a déjà une autre saga qui est en train de s'en charger donc ouais, c'est beau, c'est bien et je vous le recommande vraiment à 100%. Lisez Le Sorceleur et à bientôt pour le tome 7. Ensuite, pour finir mon mois d'août, j'ai lu 2 e-books. Le premier c'est Le Roi Maléfique, le deuxième tome de la saga Le Peuple de l'air, si je dis pas de bêtises, de Holly Black aux éditions Rajo, que j'ai lu avant, avant l'autre... Il faut que j'arrête d'y revenir dessus. Mais Le Roi Maléfique, c'est très cool. C'est très cool. Ensuite du coup, alors je sais jamais si c'est June ou Jude, j'arrive jamais à m'en souvenir, et Cardan. Peut-être 6 mois ou 8 mois, je sais plus, beaucoup de mois après ce qui s'est passé dans le tome 1. Voilà, notre héroïne est prise entre tous les débats politiques et tous les complots possibles et imaginables. Et d'un autre côté, il y a Cardan qui ne lui facilite pas du tout la tâche. Voilà, et là ça va être comment mettre en place tout ça parce que elle est très torturée. Du coup, dans ce tome avec voilà la notion de pouvoir qui vient beaucoup parce que justement elle a le pouvoir, elle le détient mais il faut pas trop que ça se sache parce que d'un autre côté voilà le pacte qu'elle a fait avec Cardan doit rester secret et voilà il faut qu'elle mette en place un plan pour la succession au trône de son frère mais elle veut du temps, elle a la recherche du temps et elle essaye par tous les moyens de trouver un moyen de forcer Cardan à prolonger ce pacte. Sauf que lui, non. Donc voilà, elle est prise entre voilà ça et d'un autre côté toutes les personnes qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues, évidemment. Donc c'est très intéressant parce que c'est très politique ce tome, je l'ai beaucoup aimé. Pour du young adult, j'ai trouvé quand même assez ça poussé. Mais moi, ce qu'on m'avait vendu quelque part, c'est que Cardan était horrible. Cardan, c'était... voilà, le enemy to lovers de malade mental. Voilà, c'est que... Il était méchant, il était cruel, c'est pour ça que bon, dans le premier tome c'est le prince cruel, le deuxième tome le roi maléfique, et le troisième tome, bon c'est un truc par rapport à Jude, mais voilà. C'est dit dans les titres quelque part que Cardan c'est une ordure. Sauf que dans ce tome 2, eh ben, je l'ai trouvé un peu, comment dire, pas absent mais... enfin plat, je ne saurais pas dire, je sais pas si c'est parce que c'est écrit à la première personne, du coup on a que le point de vue de Jude, mais dans ce tome là, en fait j'ai trouvé Cardan beaucoup plus méchant dans le premier tome que dans le deuxième tome, et dans le deuxième tome, voilà on m'avait dit oui il va faire n'importe quoi, il va... mais pas tant que ça, en fait je m'attendais à ce qu'il soit tellement plus méchant que... c'est pas que j'étais déçue mais je suis restée sur ma faim, je pensais... Alors certes à la fin, il fait un coup... pardonnez-moi l'expression, mais un coup de pute à Jude qui vient tout droit de l'espace auquel on ne s'attend pas forcément. Moi je l'avais plus ou moins flairé mais voilà. Mais pendant tous les 90% restants du tome, bah il est... il fait pas grand chose. Il fait... ouais non, il balance quelques pics par là, machin, mais il est pas dans le... Alors peut-être parce qu'il peut pas trop à cause du pacte qui le lie à Jude, donc il peut pas faire vraiment ce qu'il souhaite. Mais je m'attendais à beaucoup plus de poignards dans le dos. Je sais pas comment le dire. Après, le personnage de Jude est très très intéressant dans ce tome là, contrairement à celui de Cardan du coup, parce que justement elle est déchirée par plusieurs choses. D'un côté elle a le goût du pouvoir qui commence à lui monter à la tête, mais de l'autre elle essaye vraiment de... comment dire, de faire en sorte que de préparer vraiment le royaume à la venue de son frère. Donc voilà, elle est entre-déchirée par beaucoup de choses et je le trouve très intéressant ce personnage parce que contrairement à d'autres personnages féminins qui m'énervent, se complairent sur leurs problèmes et qui font rien, là elle est beaucoup plus dans l'action, elle est beaucoup plus dans... certes ouais j'ai des problèmes mais voilà c'est une insomniaque, elle dort jamais, elle se... voilà, elle a identifié ses faiblesses, elle fait en sorte de les régler, voilà, elle va s'empoisonner, bon ça c'est déjà dit dans le tome 1, c'est pas tellement du spoil, mais voilà, elle s'empoisonne pour essayer de résister voilà, au poison des failles, enfin voilà, elle est très sévère, elle est très dure envers elle-même, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup voilà, dans son personnage là, parce que
On le sent vraiment que des fois elle est au fond, mais au très fond du seau, hein, qu'elle en peut plus, qu'elle est fatiguée, qu'elle est plus bas que terre et qu'elle veut vraiment du soutien, qu'elle cherche du soutien mais elle ose pas parce que elle sait pas ce que voilà, elle a le comment dire, le rôle le plus important du royaume et elle a peur vraiment que n'importe quel faillet, voilà, au moindre signe de faiblesse, elle essaie de la tacler dans le dos. Donc voilà, et c'est très dur, vraiment, c'est très dur pour elle. Et ouais, la trahison qu'elle va vivre du coup à la fin du tome 2, ça paraît la même plus bas que terre. Donc bon, c'est assez compliqué. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome là, à part voilà, le seul bémol c'est qu'Ardent. Mais voilà, l'intrigue est très cool. J'ai très hâte d'avoir le dernier tome dans les mains. Alors je sais pas quand est-ce qu'il sort en français. Je pense que ça sera courant 2022. Mais voilà, saga très cool. Après je dirais pas que c'est... voilà, Enemy to Lovers, moi je m'attendais à beaucoup plus. En fait, j'arrive pas à le qualifier comme ça, de romance à part entière, parce que c'est très, je trouve, beaucoup politique, hein, vraiment, c'est très dans l'intrigue. La romance, elle est vraiment dans le second plan pour moi dans cette saga-là, et c'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que des fois, quand j'ai des moods où je veux lire 100% de la romance, ou Enemy to Lovers notamment, et que j'ai pas ça, c'est un peu déstabilisant, mais vraiment, en prenant ce livre-là à part entière dans mon mood normal, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette saga, alors après, ça va prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas lu le dernier tome, mais vraiment il me titille l'esprit le dernier tome, donc très hâte de l'avoir entre mes mains traduit et voilà, et pourquoi pas voilà, que ça sera une très belle saga. Alors c'est pas des coups de cœur parce que bon je trouve voilà, c'est young adulte, c'est pas non plus hyper comment dire, hyper travaillé, et puis j'ai toujours du mal avec les failles, hein. Vraiment c'est l'espèce imaginaire avec lequel j'ai le plus de mal, les failles, parce que j'ai envie de les tacler, tous, j'ai envie de les tacler, mais c'est une série très cool. Franchement, c'est une saga qui mérite voilà, qu'elle soit autant connue. Donc voilà, avant le tome 3, j'espère à très bientôt, et que ça sera cool. Voilà, que ça suivra la lignée des 2 tomes, je demande pas plus. Et ensuite, ma dernière lecture du mois d'août. Ça y est, j'en parle, je devrais en parler à la fin parce que je vais pleurer. Je vous parle du tome 2 du clan Bennett qui s'appelle Le Chant du Corbeau de TJ Klune aux éditions MXM Boomark. C'est difficile de vous en parler là maintenant tout de suite parce que j'ai fini le tome 3 il y a pas longtemps. Pour le mois d'octobre, là il y a 2 jours, hier en fait. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, le tome 2, on va se concentrer sur le tome 2. Qui est aussi émouvant que le tome 3, mais on va se calmer. Donc, dans le tome 2, ça se passe avec Gordo et Marc, qui est un couple juste du feu de Dieu. Ça se passe 1 an après les événements du tome 1. Que, voilà, après, on a quelques flashbacks sur ce qui se passe, notamment pendant leur absence de 3 ans avec Joe, Kelly et Carter. Et il y a aussi des flashbacks sur comment Gordo est devenu... voilà, aigre envers tous les loups-garous, qu'il déteste Marc, tout ça. Et c'est violent parce que l'intrigue aussi, ça va se porter sur ce qu'il a vécu dans le passé. Gordo, voilà, il y a des ennemis qui datent, des fantômes qui vont venir le hanter, lui et toute sa meute. Et voilà, après moi je l'ai vu venir à 2000 là que ça allait être ça, du coup le gros ennemi du tome 2. C'est assez compliqué parce que en fait je me suis retrouvée dans Gordo à 100%, comme avec Ox en fait. Et c'est assez violent hein, que ce soit écrit à la première personne, je trouve, parce que c'est décrit avec une telle justesse, je trouve, les émotions qu'ils ressentent. C'est très dur, vraiment, c'est très compliqué. Je sais pas si c'est que moi qui est émue à ce point-là. Alors je sais que j'ai vu les vlogs de Iman en parler du clan Bennett et qu'elle pleurait et que c'était... donc je suis contente de pas être la seule à vivre ça dans ma lecture du clan Bennett. Mais... moi ça me fout en l'air ce genre de lecture, parce que là c'est vrai que il y a beaucoup de... Si je reviens avec le tome 1, je vais pas du tout vous parler du tome 3 là parce que je l'ai fini que hier et que je suis encore toute émoustillée, que j'en peux plus et que voilà, le but c'est pas de vous parler du tome 3 maintenant, mais pour voilà, comparer avec le tome 2 où voilà, la relation de Joe et Ox est juste belle et évidente, et même si voilà, en fait c'est Marc et Gordo, c'est plus dans le sens où ils sont adultes, ils ont vécu beaucoup de choses très traumatisantes et très
très violente et très blessante. Et voilà, et à un moment donné, voilà, Gordo va se retrouver trahi et par sa meute, et c'est compliqué parce que, enfin, moi je l'ai vécu comme une trahison aussi, j'en pouvais plus, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont détruits les deux. C'est assez ouf de voir à quel point ils sont détruits et qu'ils se détruisent aussi tous les deux entre eux parce que voilà, ils sont amers, voilà, ils arrivent pas à passer voilà, à passer au-dessus de ce qui s'est passé, et tout le cheminement qu'il va y avoir pour voilà, le fait que voilà, il va y avoir un sorte de virus qui va se mettre en place avec les Oméga, et que voilà, Mark va être touché. Et quand ça va arriver, et que Gordo va se rendre compte que putain, qu'est-ce qui se passe, il va pas mourir là quand même. Voilà, mais ça, même malgré, parce que à chaque fois on se dit, on se rend compte de l'importance des choses une fois qu'on les a perdues. Là c'est pas tellement ça, parce que justement il va y avoir encore beaucoup de colère et beaucoup de ressentiment dans Gordo, et c'est très juste, c'est très émouvant, et c'est réel en fait, c'est vraiment réel ce qu'il ressent. Et c'est qu'après voilà, avoir parlé, avoir essayé de se pardonner, d'avoir pensé ses blessures, qu'il va y avoir un truc entre les deux, et ils vont réussir à avancer ensemble. Et c'est putain de... Voilà, ça me... J'essaye de... Est-ce que vous arrivez à me suivre? Parce que là ça va être très... En fait j'essaie de me retenir de pleurer, donc c'est pour ça que c'est très bouillant ce que je dis. Mais c'est très beau à suivre, et je pensais que le fait de changer de couple comme ça, parce que Ox et Jo déjà ça m'a fait flinguer le cœur à le tome 1. Je pensais que j'allais être un peu déçue parce que j'ai un attachement mais vraiment très profond à Ox, et en fait pas du tout. Pas du tout, parce que c'est des personnes différentes et on les aime pour ça, parce que ce sont voilà, ce ne sont pas les mêmes personnes, ce sont des personnes qui sont différentes d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental, qui ont vécu des choses différentes, qui ont un âge différent, qui ont une maturité différente, et oui, et j'en aime pas plus l'un que l'autre parce qu'ils sont différents et que je les aime de manière différente, et que leur histoire est différente, et je pourrais pas les comparer, je pourrais pas dire que l'une est meilleure que l'autre, parce que pour moi elles sont égales, et pourtant il y a, enfin voilà. C'est lisez le Clan Pénètre, vraiment lisez le Clan Pénètre. Trigger warning par contre là aussi, scène sexuelle entre hommes dans le tome 1 ou dans le tome 2, hein, voilà, vu que je vous parle des deux tomes. Mais si ça vous gêne pas, et que si vous êtes très et que vous aimez le beatnik, parce que franchement moi ça me... Je pensais pas, et je pense que ça sera le seul et unique beatnik que voilà, où je vais avoir cet attachement là, parce que je sais pas si c'est l'auteur en fait. J'attends de finir le Clan Pénètre avant de m'intéresser à d'autres ouvrages de l'auteur. Notamment il y a De Saxus qui a édité un autre bouquin de lui, et j'attends avant de le lire. Mais il faut que je sache si c'est vraiment la saga ou si c'est l'auteur qui arrive à me défoncer, à me détruire de l'intérieur pour me... Je sais pas, parce que là j'ai fini le tome 3, du coup je suis en train de traverser une énorme panne de lecture en plein challenge, c'est assez violent, mais bon tant pis. Franchement lisez le Clan Pénètre parce que c'est le feu, et voilà, je vous parlerai du tome 3 dans quelques semaines, mais le tome 2 est très violent et très mature, et très important. Je voudrais pas vous spoiler, mais il se passe énormément de choses dans ce tome 2. Je vous en parlerai un peu plus quand je vous parlerai du tome 3, mais oui, ce qui se passe dans le tome 2 c'est renversant et c'est bouleversant, et ça va dans la continuité, parce que en fait le tome 1 il aurait pu se finir comme il est, mais le tome 2 met en place une intrigue qui va du coup se prolonger dans le tome 3 et dans le tome 4. Parce que voilà, il y a tout, voilà, cette histoire de virus, tout ce bordel que met en place Robert Limington, le père de Gordo. D'ailleurs il va y avoir beaucoup de choses vis-à-vis de lui, parce que voilà, il y a des souvenirs très douloureux de Gordo vis-à-vis de son père. Et ouais, on comprend pourquoi Gordo est comme ça, et pourquoi... Et je l'aime, j'aime Gordo, et j'aime Mark, et j'aime toute cette meute, parce que c'est... ouais. Donc je vous en parlerai un peu plus dans le prochain tome de lecture, quand je vous parlerai du tome 3, parce que j'ai pas envie de me mélanger les pinceaux. Le tome 2 c'est une apocalypse aussi, ça a un énorme coup de cœur. On passe à mes lectures de septembre. Alors là j'ai lu que 2 livres, parce que vacances, parce que pas le temps, parce que flemme, parce que surtout après la lecture du Clan Pénètre, j'ai eu un peu une peine de lecture tout simplement. Donc j'ai lu d'abord une BD, alors c'est que des livres que j'ai lus après mon retour de vacances.
J'ai lu le tome 3 de Zombieland Control Freaks de Arthur de Perrin aux éditions Dupuis, qui est mon tome préféré pour l'instant de la saga. Voilà, je l'annonce, qui est très cool, parce que là aussi ça met en place une intrigue qui va se prolonger dans les tomes à venir, parce que l'avenir du parc est en danger, tout simplement, et c'est très cool, c'est très rafraîchissant et revigorant. C'est un humour très noir que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe d'ailleurs aussi avec Gretchen et Aurélien. Voilà l'histoire qui va se passer entre les deux, j'aime beaucoup. Il y a tout aussi quelque chose par rapport à voilà, la mort, à ce qui se passe après, vu que du coup Aurélien est mort et qu'il est un monstre un peu bizarre, mi-vampire, mi-loup-garou, on sait pas trop. Mais il se pose beaucoup de questions sur... voilà, sur pourquoi il vit en fait. Donc ouais, et après bon, il y a Gretchen qui va l'aider quand même à s'en sortir, à voir la lumière au bout du tunnel. Et ouais, il y a toute une intrigue du coup avec ce personnage là qui va reprendre la tête du parc. Et ça va être apocalyptique. Je n'ai pas d'autres mots, mais ça va sur la pente descendante, clairement. Donc tous les employés vont être plus ou moins dans la merde. Et oui, et les autres, c'est nul que je me souvienne jamais de leur nom là, à la momie, au squelette et à l'ancien directeur le vampire du parc, parce que je les aime beaucoup aussi et que justement il y a toujours voilà, ce délire de syndicat, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup ce délire de cette BD et j'espère que ça restera voilà, dans ma lecture des prochains tomes, que voilà, le sérieux ne prenne pas trop le pas sur voilà, comment dire, l'humour très ravageur qu'a l'auteur. Donc voilà, et j'aime beaucoup, et le dessin aussi je l'aime beaucoup, c'est beaucoup trop bien. Voilà, Gretchen je l'aime beaucoup, et puis voilà, donc j'ai rien d'autre à dire de plus, mais ça valide ma première catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Alléluia, on y est. J'ai du coup 3 catégories validées à l'heure actuelle. C'est un peu la merde, mais voilà, Zombieland, je vous le conseille à 100%, j'aime beaucoup, et le tome 4 pour très bientôt. Et ensuite, le mois de septembre s'est terminé avec ceci, que j'avais pris dans les vacances, qui se nomme Beauté fatale de Mona Chollet, les nouveaux visages d'aliénation féminine aux éditions Zone. C'est un essai du coup féministe, qui me permet du coup de valider aussi une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je vous en ai parlé dans mon vlog de la semaine dernière, et comment dire, je voudrais pas trop me répéter, donc ouais, on va essayer d'argumenter ce que je dis, mais c'est assez... J'ai pas le souvenir d'avoir ressenti ça quand j'ai lu son autre essai, parce que ça m'a défoncé là aussi. En fait elle décrit beaucoup de choses sur voilà, la vision de la femme, que ce soit dans les médias, dans le mannequinat, dans beaucoup de choses, voilà, l'éducation qu'on apporte à nos filles, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup ébranlé, même si j'ai pas d'enfants, mais ouais, c'est quelque chose que ouais, je me dis putain comment je vais faire si j'en ai, mais ouais, voilà, tout ce qu'on peut vivre de manière générale en tant que femme, le sexisme qu'on peut avoir dans le boulot, et elle essaye de mettre un peu à chaque fois voilà, des contre-exemples, c'est à dire que voilà, ça parle beaucoup de beauté, donc il y a toute une partie sur, voilà, sur l'apparence, sur le maquillage, sur la chirurgie esthétique, et elle essaye de, comment dire, de souligner quelque chose que voilà, il y a ce que on veut montrer et il y a ce que les autres veulent qu'on montre. Voilà, il y a le regard que les gens ont sur nous et le regard que nous-mêmes on porte sur nous, et du coup elle essaye de mettre en place voilà, quelque chose de... Voilà, de ce qu'on veut pas, ce qu'on veut pour les autres ou ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et c'est assez, ouais, c'est assez bien fait. Alors après je regrette un peu, comment dire, c'est que il est de 2011 je crois, ou de 2012 a été publié, parce que elle s'appuie beaucoup d'écrits de 2010 et de 2011. Et il manque une partie, parce que c'est vrai que du coup elle parle beaucoup du mannequinat, des visions qu'on a dans le magazine, voilà, sauf que ben, enfin, je sais pas si c'est toutes les filles de ma génération, mais en tout cas moi, je ne lis pas de magazine. Je ne lis pas de magazine féminin. Je m'en fous complet. Je n'allume pratiquement jamais la télé. Enfin, je ne suis pas attirée par voilà, toutes les pubs d'un terme classique. Et c'est pour ça qu'il me manque, comment dire, une partie réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est là maintenant que tout se joue, c'est sur Instagram, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook, c'est sur tous ces lieux-là, voilà, notamment sur Instagram, hein, d'autant plus, où voilà, on a cette vision de nous-mêmes et voilà, ce carcan de la beauté, je trouve qu'il est, voilà, il a un peu changé de bord, parce que, après, je veux pas dire de bêtises en disant qu'il y a personne de ma génération qui lit des magazines, c'est pas ça, mais voilà, et c'est cette notion qui manque là un peu.
Après je le comprends, c'est que vu qu'elle a écrit ça pendant 2010-2011, les réseaux sociaux n'existaient pas comme ils existaient maintenant. Voilà, c'était ça balbutiait à peine. Voilà, Enjoy Phoenix, ça fait 10 ans qu'elle a sa chaîne. Voilà, ça n'existait pas, clairement, YouTube ou tout ça. En fait, voilà, c'est d'une autre... ça parle de beaucoup de choses concernant une autre génération qui s'applique encore à la nôtre, vu que c'est quelque chose qui s'étire dans le temps. Voilà, le sexisme, l'égalité homme-femme au travail, c'est quelque chose qui date d'avant et qui date encore aujourd'hui. Mais voilà, il y a une notion qui manque, je trouve un peu. Après bon, voilà, elle a écrit à cette époque-là, je vais pas lui jeter la pierre. Hein. Mais ouais, moi ce qui me sensibilise beaucoup plus maintenant, voilà, c'est tout ce qui est Instagram, YouTube, voilà, la preuve je suis sur YouTube, voilà, c'est ça ce qui met en doute voilà, ma notion de moi-même et de ma beauté, de tout ça, et c'est pas les magazines, c'est pas ce que je vois à la télé, c'est pas ce que je vois en dehors, donc bon, du coup j'ai essayé un peu de faire le parallèle avec ce qui se montrait avant sur voilà, les magazines papier, voilà, les choses comme Voici, comme Elle, comme tous les magazines féminins qu'on trouve dans les presse tabac. Donc bon, on le vit de manière assez personnelle, je trouve. Tous les essais, de toute manière, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Et on adhère ou on n'adhère pas. C'est normal, on peut pas être 100% d'accord avec une personne, même si je trouve que malgré que des fois elle ait dit des choses qui m'ont fait un peu tiquer, c'est toujours voilà, dit avec une... ça explique, elle est pas en train de dire oui il faut penser ça. Non, c'est plutôt pour essayer d'élargir nos pensées, nos horizons, et de voilà, peut-être que moi je pense pas comme ça mais une autre personne peut penser comme ça et on peut débattre sur la chose. Voilà, voilà, elle invite au débat, elle invite à la réflexion et c'est ça ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, et que l'important c'est... voilà, c'est de faire ce qu'on aime, tout simplement. Et voilà. Donc c'est ce que je retiens, principalement. Et c'est très intéressant, vraiment, c'est très intéressant de voir la vision de la femme de nos jours et de la femme qu'il y avait avant. Parce que je trouve ça assez impressionnant, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, d'un parallèle à l'autre. Donc bon, je m'intéresserai à d'autres ouvrages de Mona Chollet. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, je crois. Sur la sexualité, hétérosexuelle, je sais pas trop quoi, et ça a l'air assez intéressant, je trouve. J'ai lu la dernière de couverture et ça avait l'air pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup cet auteur qui, voilà, je sais pas, elle invite vraiment à la réflexion, elle invite à nous poser les bonnes questions, et puis si on n'est pas d'accord avec elle, c'est pas grave. Voilà, tout simplement. C'est pas, voilà, c'est pas tranché, c'est ça ce que je veux dire, même si des fois elle a des propos assez durs et assez je sais plus parler, acerbe, non, justement je trouve qu'elle prône ses convictions avec pas mal de... je sais pas, bien. Juste, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, je vous recommande cet essai, je vous recommande Sorcière, qui est un peu plus récent, qui parle de la notion, voilà, de féminité dans la sorcellerie, voilà, elle le transpose un peu et c'est très très intéressant. Et celui-là est d'autant plus intéressant, même si, voilà, je le répète, il est peut-être un peu vieux. Entre gros guillemets, il est un peu... voilà. Mais il est très intéressant. Voilà. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, bilan, boum, table rase. Je sais pas où est-ce que je vais foutre tous ces livres dans mes bibliothèques parce qu'il n'y a plus de place. Mais voilà, tant pis, je vais me débrouiller, mais je suis très contente. Voilà, je suis très contente de vous avoir parlé de mes lectures, de vous avoir parlé du clan Bennett. J'en ai marre, je vais vous harceler avec le clan Bennett, n'êtes pas prêts, ça va être la saga, je crois, de fin d'année. Vous allez en entendre parler, mais vous allez péter un plomb, mais c'est pas grave, je m'en fous. Donc voilà, je suis très contente voilà, d'avoir fait le bilan, et j'espère que tout va bien dans vos vies. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, j'espère que vous vous régalez avec le Pumpkin Autumn Challenge si vous y participez, j'espère que vous avez de bonnes lectures, et que tout va bien dans vos vies, et qu'il fait beau ou pas beau chez vous. Mais ouais, je vais arrêter, je vais couper hein, parce que je dis n'importe quoi là. Donc sur ce, je vais vous laisser. La semaine prochaine ça sera le book haul qui est assez conséquent là aussi. Mais non, je suis très contente de revenir sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents un peu aussi. Et puis voilà, donc sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.